Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation, celle du gouvernement qui, ces jours-ci, a été jugé un peu trop activement pour sa volonté réformatrice des pratiques dans notre pays. Jugé, condamné même plusieurs fois pour avoir osé adresser certaines pratiques de notre société qui pourtant nécessitent réajustement pour le bien de la société dans son ensemble et pour le bien particulier de certaines composantes de la société, tout spécifiquement les femmes ou la femme. Parce que, qu'ils vous souviennent, en mettant en place l'Institut national de la femme, nouvelle formule, le chef de l'État et son gouvernement ont pris l'engagement d'œuvrer à une aube nouvelle pour la femme au Bénin. Je ne dis pas la femme béninoise, pour la femme au Bénin, parce que cela concerne toutes les femmes qui vivent au Bénin. Et en prenant l'initiative de la refonte de l'Institut national de la femme, il va sans dire, comme le chef de l'État lui-même a pu l'expliquer dans certaines circonstances, que cette initiative appelait forcément d'autres qui devaient venir compléter l'arsenal mis en place pour assurer une meilleure protection à la femme dans notre pays. C'est subséquemment que donc plusieurs textes de loi, ainsi qu'il avait été annoncé en Conseil des ministres, ont été revisités pour mieux adresser certaines infractions, mieux les appréhender et redéfinir ou définir les sanctions appropriées que la justice doit y opposer. C'est ainsi donc que nous avons envoyé à l'Assemblée nationale des projets de loi. Et j'insiste qu'il s'agit bien de projets de loi parce que c'est d'initiative gouvernementale. L'une portant sur la santé sexuelle et reproductive, à la suite de celle qui portait sur les infractions à raison de sexe, et une dernière, non moins importante, portant sur le code des personnes et de la famille. Il était utile de revisiter les dispositions de chacune de ces lois ou de les initier lorsqu'elles n'existaient pas pour donc appréhender au mieux les infractions qui ont été adressées par ces tests-là, le tout, encore une fois, dans la perspective d'une meilleure protection de la femme dans notre société. Alors après, qu'avons-nous fait? Avons-nous ou aurions-nous, comme cela a été abondamment entendu et lu sur les réseaux sociaux, aurions-nous, disais-je, ouvert les vannes pour une pratique effrénée de l'IVG? Aurions-nous tout de même ouvert les vannes pour l'extinction du patriarcat dans la société béninoise au profit du matriarcat? Avons-nous, en termes plus simples, décidé que les enfants ne porteraient plus le nom de leur père, mais plutôt celui de leur mère? On a pu noter que certains d'entre nous, quand je dis d'entre nous, je parle de Béninois en général, ont pu amalgamer. Et c'est pour faire la lumière sur toutes les préoccupations, mais vraiment toutes les préoccupations, que vous avez vu cette forte délégation, le ministre de la Justice, en tant que chargé des relations avec les institutions, mais surtout en tant que celui qui a le lead sur les réformes législatives en général, le ministre de la Santé, parce que au moins le test sur la santé sexuelle et reproductive l'interpelle, est sorti des entrailles du ministère avant d'être soumis au gouvernement, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, parce qu'on parle de la protection de la femme, la fille béninoise. Et moi-même en leur compagnie, pour répondre à toutes les préoccupations qu'il vous plaira de soulever, et il n'y aura pas de sujet tabou. Mesdames et messieurs, le projet de loi modifiant la loi 2003-04
du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, qui a été introduit et adopté par l'Assemblée nationale, introduit par le gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, au-delà de ce qui était prévu au niveau de l'article 17, a eu à prévoir des dispositions particulières. En effet, l'article 17 de cette loi prévoyait des conditions restrictives pour les interruptions volontaires de grossesse. Il s'agissait de cas où la vie de la femme de la mère était en danger, des cas de viol ou de l'inceste, ou encore des cas où l'enfant, le fœtus, était porteur d'une malformation incompatible avec la vie. C'est ces cas qui étaient prévus par la loi 2003. Or, vous savez bien que ces cas ne constituent qu'une partie infime des demandes d'interruption volontaire de grossesse. Le projet de loi qui a été introduit, donc la nouvelle loi modificative, a prévu notamment les cas où, dans une situation de détresse matérielle, financière, morale ou éducationnelle, la femme est confrontée à la complexité d'une équation, celle de garder une grossesse. Dans ces cas, la nouvelle loi a prévu que la femme peut être autorisée à demander une interruption volontaire de grossesse. Et plus loin, la nouvelle loi a disposé du terme au-delà duquel il ne serait pas licite, il ne pourrait pas être autorisé qu'on procède à une interruption volontaire de grossesse. Il s'agit du terme de 12 semaines d'aménorrhée qui a été prévu par la loi. La nouvelle loi a également prévu qui peut recueillir une demande d'interruption volontaire de grossesse et où ça peut se faire. Ainsi, les assistants sociaux ou les médecins dans des centres qui répondent aux normes qu'il faut pour procéder à cette interruption vont pouvoir accueillir la femme, recueillir son souhait, la conseiller et, en cas où ça se confirme, si c'est dans un centre médical déjà, pouvoir procéder à l'interruption ou si c'est une assistance sociale, l'orienter vers le centre adapté pour pouvoir bénéficier de l'interruption. La question des mineurs et des femmes sous curatelle, c'est-à-dire sous un contrôle, responsabilité, a été également traitée par la loi. Et au-delà de ce qui est dit sur les réseaux, la loi n'a pas donné aujourd'hui le pouvoir aux mineurs d'aller faire des interruptions. Au contraire, la loi a prévu que c'est sous le couvert d'une autorité parentale ou de tout au moins de la personne sous laquelle le mineur est placé. De fait, le mineur qui est demandeur ou la personne sous curatelle doit être forcément accompagné au niveau du centre de demande d'interruption volontaire de grossesse ou alors de sa demande vers l'assistant social. La loi a également prévu des dispositions en ce qui concerne ce que nous appelons la contraception d'urgence, c'est-à-dire lorsque, malencontreusement, la femme a des rapports sexuels dans des périodes de fécondité et craint de tomber enceinte. La loi a prévu que cette femme peut aller s'approvisionner pour avoir la contraception d'urgence et empêcher ainsi une grossesse de survenir. Et enfin, cette loi a également prévu des sanctions pour les personnes qui font la promotion de l'avortement ou incitent
à avorter, à faire des interruptions volontaires de grossesse. La loi ne peut pas se suffire à elle-même. Et c'est pour ça qu'il est prévu que des décrets d'application puissent encadrer tout cela pour que ce qui est souhaité par le gouvernement, c'est-à-dire ne pas favoriser la survenue des avortements clandestins qui avaient cours du fait de la loi qui était restrictive, de procéder plutôt à un encadrement de l'interruption volontaire de grossesse, notamment par les décrets d'application qui seront pris secondairement. C'est l'essentiel de la substance de ce qu'il faut retenir par rapport à ce qui a été voté par les députés à l'Assemblée nationale. Le renforcement de toutes ces lois et leur modernisation pour améliorer la protection de la fille et de la femme dans notre pays constitue un tournant quand même historique dans la lutte pour les droits de la femme béninoise. Concernant les lois qui répriment les infractions à raison du sexe, disons que certains cas particuliers ont été regroupés avec la création également ou l'adjonction de circonstances aggravantes, tout en punissant plus sévèrement les cas de harcèlement sexuel, les cas de viol chez la femme, viol sur mineur, les cas de mariage précoce, les cas de mariage forcé, les cas de mutilation génitale féminine. Les circonstances aggravantes, il y a par exemple les liens de subordination, là où il peut y avoir un abus d'autorité. Il y a les liens de vulnérabilité, il y a les situations de demande d'emploi, de demande de services administratifs, il y a le handicap, l'âge, etc. Il y a bien sûr un lien fort avec le maintien des filles à l'école, parce que vous le savez, la place de la petite fille n'est pas dans un foyer, mais à l'école ou dans un centre d'apprentissage, de formation, pour former son avenir, pour être autonome demain et participer à la construction de la nation. Et c'est pour ça que, par exemple, pour le cas du mariage précoce, il y a eu une criminalisation. Il y a 2 mois, nous avons assisté ensemble, nous avons participé à la création de l'Institut national de la femme. Cela va dans la même cohérence, puisque l'Institut national de la femme sera la structure qui pourra recevoir les dénonciations, les plaintes, et pourra se porter partie civile devant les juridictions ordinaires, mais également les juridictions spéciales. Et l'INF, l'Institut national de la femme, nouvelle formule, veillera également à la disponibilité des centres d'accueil, d'hébergement transitoire, d'appui, que ce soit psychologique, médical, juridique, pour les victimes des cas de violence qui sont faites donc aux filles et aux femmes. Il y aura également un service d'écoute. Donc tout ça va un peu dans la même cohérence. La loi prévoit des cas spécifiques, puisqu'elle condamne toute liaison, toute relation amoureuse entre l'apprenant et son formateur ou son enseignant. L'objectif du gouvernement sur l'ensemble des 2 quinquennats est de renforcer la protection de la femme en République du Bénin en vue de la promouvoir davantage à tous les points de vue, c'est-à-dire promouvoir son épanouissement social, son épanouissement économique, son épanouissement politique. En somme, promouvoir la femme d'une manière générale. Mes collègues qui m'ont précédé ont parlé des 2 textes de loi qui ont été votés la semaine dernière par l'Assemblée nationale. Le premier en ce qui concerne la santé sexuelle et de la reproduction.
Le second, c'est la loi sur les infractions à raison du sexe et protection de la femme. Et je voudrais ici vous entretenir sur la loi portant modification du Code des personnes et de la famille, notamment en ces innovations parce que, d'un premier point de vue, le législateur reconnaît ce que nous pratiquons tous dans toutes les contrées de ce pays. C'est la connaissance des parents. Dans toutes nos communautés, dans toutes nos contrées, dans toutes nos coutumes, le mariage, s'il est célébré à l'état civil, est presque toujours précédé par une connaissance mutuelle des parents, c'est-à-dire cette cérémonie traditionnelle au cours de laquelle les parents des futurs époux se présentent réciproquement et prennent acte en quelque sorte de l'union future de leurs enfants. Désormais, c'est institutionnalisé, c'est contenu dans le Code des personnes et de la famille et reconnu comme tel. De telle sorte qu'après cette cérémonie de présentation réciproque des parents, qui est donc la connaissance mutuelle des parents, les deux personnes en cause deviennent fiancées. Cela signifie donc que la connaissance mutuelle des parents ou la connaissance réciproque des parents, qui est leur présentation, opère ou s'analyse en des fiançailles. Bien entendu, il s'agit donc d'un contrat auquel la loi attache des conséquences. Lorsque les futurs époux s'engagent à se présenter mutuellement leur famille pour devenir fiancés, il faut d'abord qu'ils remplissent les conditions qui sont les mêmes pour le mariage. Il faut donc dans tous les cas, premièrement, qu'ils soient majeurs, tous les deux, 18 ans au moins. Deuxièmement, qu'ils consentent eux-mêmes. Le consentement des deux est obligatoire. Tout simplement parce que désormais, nous avons criminalisé, en tout cas nous avons élevé au rang d'infraction et d'infraction criminelle le mariage précoce et le mariage forcé. La conséquence donc, de la reconnaissance ou la conséquence de l'institutionnalisation au sein du Code des personnes de la famille, de la connaissance des parents, entraîne que les futurs époux ou qui sont fiancés après cette cérémonie-là soient capables de contracter cette convention-là, donc de faire ce contrat, de consentir à ce contrat-là et remplir les conditions pour contracter. Deuxième chose, innovation majeure du Code des personnes de la famille, le nom que portera désormais l'enfant. Vous savez que de tradition et jusqu'à présent, l'enfant porte le nom du père pour autant qu'il le reconnaisse. C'est-à-dire, soit c'est un enfant légitime né à l'intérieur d'un mariage, ou c'est un enfant qui est reconnu par son père au moment où il est né. Aujourd'hui, à la faveur de la promotion de la femme telle que nous l'avons voulu, désormais, il est possible que l'enfant porte soit le nom de son père, soit celui de sa mère, qu'il soit naturel ou enfant légitime, ou soit les deux noms. Le père et la mère, désormais, peuvent donner leur nom, mais les deux peuvent choisir de ne donner que le nom du père ou de ne donner que le nom de la mère ou faire porter à leur enfant les deux noms. Et fait majeur, lorsqu'il y a contestation, c'est-à-dire le père et la mère ne s'entendent pas, soit sur l'ordre des noms ou soit sur la dévolution même du nom, le législateur a désormais prévu qu'en cas de contestation, l'enfant porte le nom des deux parents, sauf que celui du père est indiqué en premier. Particulièrement s'agissant de la loi sur la santé sexuelle et de la reproduction. D'abord, le gouvernement a proclamé comme principe
que l'interruption volontaire de grossesse n'est pas un moyen de contrôle des naissances. L'affirmation de principe, cela veut dire qu'on ne va pas interrompre la grossesse parce qu'on planifie d'avoir moins d'1 milliard de population béninoise ou de ne pas atteindre le chiffre des 12 millions, par exemple. Ensuite, la loi prévoit que la contraception d'urgence n'est pas un moyen d'interruption volontaire de grossesse. Au-delà de ces deux moyens d'encadrement, c'est qu'il a dit tout à l'heure, mon collègue, que chaque fois qu'une femme, qu'elle soit mineure ou majeure, décide d'interrompre volontairement une grossesse, elle s'adresse à un médecin. Vous le savez sans doute, chaque fois qu'on s'adresse à un médecin, il consulte d'abord. Et la consultation consiste en un entretien entre le médecin et le patient. Le médecin a l'obligation de conseiller la patiente sur l'entreprise qui l'amène, ses conséquences éventuelles. De la même manière que lorsque la femme ou l'enfant mineur, par le représentant de ses parents ou par ses représentants légaux, s'adresse à une assistance sociale, le même entretien a lieu et lorsqu'ils sont conduits devant un médecin, il est procédé également à la prodiguation de conseils sur les conséquences de cette entreprise. La loi incrimine et punit quiconque fait la publicité de l'interruption volontaire de la grossesse. C'est dit donc que nous sommes dans un système où, pour utiliser les mots savants, l'interruption de grossesse est libéralisée, mais en réalité, ce n'est pas une libéralisation à tout vent. C'est contrôlé, c'est encadré, et lorsqu'il y a donc des dérives, au-delà donc de ce qu'on a limité le nombre de semaines au terme duquel l'interruption volontaire de grossesse ne peut plus survenir, c'est que, 1, il y a une obligation de conseil pour tous ceux qui interviennent. 2, il y a la punition de la loi toutes les fois où il y a dérapage, où il y a dérive. Je crois que nous sommes là en présence de textes que certains ont vus comme étant révolutionnaires. Les points de vue sont partagés, mais les conséquences, nous les connaissons tous pour ce qui concerne les avortements clandestins, pour ce qui concerne les suites des grossesses non désirées et qui font ravage au sein de la jeunesse comme au sein également de la classe majeure. Je crois qu'il nous faut résolument regarder l'avenir en face et dire que voulons-nous pour notre société, que voulons-nous pour les Béninois. Nous voulons une société où les gens s'épanouissent. Nous voulons une société où l'État favorise et travaille au bien-être des uns et des autres. Ne laissez personne à la traîne. Avoir l'écoute pour ceux qui ont des problèmes. Et les grossesses non désirées sont une source de problèmes, une source de difficultés, quelquefois même des handicaps. C'est la question que nous avons voulu régler, c'est la question que, courageusement, le gouvernement a voulu affronter pour le bien-être des populations cibles. Nous parlons de vie, nous parlons de femmes. Il y a 3 griefs essentiels contre ces réformes, ces nouvelles réformes. La démarche, la discussion en amont, le choc culturel et cultuel qu'engendrent ces réformes et la suspicion. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur le secrétaire général, dites-nous tout. Je vous remercie. Pourquoi ces lois ont été votées en procédure d'urgence et pourquoi ces 3 lois ont été votées dans la nuit? Avec les explications, on comprend aisément que la loi sur la santé sexuelle et la reproduction n'est pas pour faire la promotion ou l'apologie d'une vie de débauche. Mais dans quelles conditions peut-on considérer l'avortement comme un acte criminel? Quelle est la stratégie de communication
pour que l'information, la vraie, puisse toucher tous les citoyens béninois. Je voudrais vous remercier de votre contribution et dire qu'il nous faut aller au-delà des considérations conservatrices. J'allais même dire, quelquefois, il y a des considérations phallocratiques qui font qu'on ne veut pas bouger. Non, il nous faut, et c'est le devoir d'ailleurs des intellectuels, mais plus encore le devoir des leaders d'opinion, de travailler à cela pour que nous puissions faire bouger les lignes. Nous avons besoin d'évoluer. Nous utilisons aujourd'hui les moyens technologiques nouveaux, ne sommes pas complexés dans l'utilisation de la technologie, mais c'est vrai qu'il faut s'érier, il ne faut pas évoluer pour évoluer ou faire du mimétisme. Il faut voir ce qui est bien. Et dans l'état actuel des choses, nous pensons fondamentalement, et là-dessus, ce n'est pas la langue de bois, et ce n'est pas de l'hypocrisie, nous pensons sincèrement qu'il faut commencer par faire de petits pas pour nous faire évoluer sur un certain nombre de préjugés, de conceptions ou tout simplement de prise de position. Pourquoi le vote en procédure d'urgence? C'est une question d'opportunité. Vous savez, nous sommes au mois d'octobre et la Constitution prescrit que l'Assemblée nationale, saisie par le gouvernement du projet de loi de finances, ouvre sa session budgétaire dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Si vous avez fait attention, les députés ont eu, j'ose le dire, de très longues vacances. Parce qu'après les festivités du 1er août et la clôture de la dernière session de l'Assemblée nationale, les députés sont allés en vacances. Et il se trouve que la session budgétaire doit s'ouvrir dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Donc la fenêtre de tir que nous avons s'étend entre la date de l'ouverture de la session, et c'est 15 jours, et la prochaine session budgétaire. Voilà donc pourquoi est-ce que nous avons été contraints, nous avons été obligés de recourir à la procédure d'urgence. Sinon, effectivement, la loi aurait pu être inscrite dans une autre session ordinaire. Mais, vous savez, j'ai fait le décompte. Il n'y a pas moins de 75 projets ou propositions de loi qui attendent le vote de l'Assemblée nationale après la session budgétaire. Donc, à un moment donné, il faut accélérer la cadence pour régler les questions les plus importantes ou les plus urgentes. Alors, quelqu'un a dit que l'avortement, ça choque. Est-ce que le Bénin n'indique pas, c'est ça la mauvaise voie? Je crois que les critiques dans le cadre d'une réforme ne suffisent pas à reculer. Je me souviens d'un mot du président de la République. Il a dit que l'échec des réformes commence le jour où le gouvernement décide de reculer pour la simple raison qu'il y a des critiques où cela peut susciter des mécontentements. Il y a des réformes qui se font dans la douleur, comme l'enfantement. Mais s'il s'agit de réformes sensées, il faut avoir le courage de les mener à terme. La loi ne vient que d'être votée. Moi, je pense qu'il faut tout au moins aller jusqu'à sa mise en œuvre et voir s'il y a des ajustements à faire, s'il faut recadrer ou s'il faut remettre sur le métier et ajuster avant donc de penser qu'il faut reculer tout de suite. Lorsque une femme a interrompu volontairement une grossesse, la société considère que c'est un acte contre nature, si vous le voulez. Mais en réalité, dès lors que le législateur le connaît, ça sort de ce moule-là pour devenir un acte légal parce que c'est reconnu. Et parce que désormais c'est reconnu, les personnes désireuses d'interrompre volontairement leur grossesse vont s'adresser aux institutions compétentes, habilitées à leur procurer l'interruption volontaire de la grossesse. À partir de ce moment-là, elles ne seront plus ostracisées, elles ne seront plus regardées comme de vulgaires individus qui font très peu cas de la vie tout simplement. Je crois que, à la faveur de cette loi, notre regard, le regard que nous posons sur ces filles et ces femmes-là, doit pouvoir changer. Et c'est ce à quoi nous appelons tous
nous appelons tous hommes de médias, hommes de confession religieuse, leaders d'opinion, nous vous appelons à changer le regard qui est posé sur ces femmes-là, tout simplement parce qu'elles ont interrompu volontairement leur grossesse. Victor Hugo a dit qu'il ne faut jamais blâmer une femme parce qu'on ne sait pas sous le poids de quel fardeau elle est en train de tomber. La question essentielle aujourd'hui, pourquoi avons-nous voté cette loi? Vous savez bien que la mortalité maternelle au Bénin tourne autour de 400 femmes pour 100 000 naissances vivantes. Et parmi ces 400 femmes pour 100 000 naissances vivantes, un cinquième meurt des causes de l'avortement. Et pas n'importe lequel des avortements, des complications d'avortement clandestin. C'est-à-dire que dire aujourd'hui que le gouvernement a légalisé l'avortement, le gouvernement parle d'avortement et c'est pour ça que les gens vont avorter, c'est comme si nous nous voilions la face. C'est comme si c'est aujourd'hui que l'avortement existe au Bénin. Et pourtant, tous les jours, ça se passe dans les coins de rue, dans des conditions exécrables, à la limite abominables. Avant l'âge de 18 ans, 59% de nos jeunes filles ont déjà des rapports sexuels. Avant l'âge de 18 ans, 59, disons 60%. Et aujourd'hui, vous connaissez le phénomène des réseaux sociaux, avec un accès illimité, que nous n'arrivons pas à contrôler, que nous soyons éducateurs ou parents, et qui ouvre la porte à tout ce que nous n'aurions pas souhaité pour nos enfants. Nous sommes à 60% aujourd'hui de relations sexuelles avant 18 ans. Qu'est-ce qui va nous arriver dans les prochaines années? Chaque année, de façon officielle, parce que c'est ce que nous voyons dans nos structures, plus de 200 de nos sœurs, de nos filles, de nos mères meurent du fait des complications de l'avortement clandestin. Nos femmes, nos sœurs, nos mères meurent en silence parce que nous avons choisi délibérément de nous voiler la face. Elles sont là. Elles ont le besoin. Il faut déjà les écouter. Il faut les conseiller, il faut les accompagner pour qu'au final, la décision la plus rationnelle puisse être prise par elles. Vous savez, j'ai constaté quelque chose d'édifiant. La question de la contraception est revenue sur la table. Et loin, au Parlement. Plus loin, les religieux en parlent aujourd'hui. Plus loin, la société civile, la population en parle. C'est heureux. Parce que la prévalence contraceptive que nous avons n'est pas encore ce qu'il faut. Malgré toute l'information, toutes les actions que le gouvernement mène à travers le ministère de la Santé, ça ne bougeait pas. Aujourd'hui, la question de l'interruption volontaire de grossesse a remis sur la sellette la question de la contraception. Et je ne serais pas étonné que les chiffres de la contraception bondissent dans les semaines, dans les années à venir. Ça paraît peut-être un paradoxe, mais c'est ce qui va se passer. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé de s'assurer du bien de sa population. Dans quelles conditions l'avortement peut-il devenir un acte criminel? Nous avons encadré le terme, par exemple, de l'interruption volontaire de grossesse. Pas plus de 12 semaines. Pour plusieurs raisons. Parce qu'on peut faire l'interruption sans interrompre, sans utiliser de moyens mécaniques. Juste avec des produits, on peut interrompre une grossesse. On peut l'interrompre de manière simple avec ce que nous appelons une aspiration. Mais au-delà de ça, il faut des techniques plus poussées pour le faire parce que déjà, il y a l'ossification. Dans ces conditions, la loi dispose que l'avortement ne doit pas être réalisé au-delà de 12 semaines. Celui qui va le faire va enfreindre la loi. La loi, aujourd'hui, crée beaucoup de débats, suscite beaucoup de passion. Mais je voudrais rassurer que l'interruption ne sera que le dernier recours. Aussi bien pour la femme que pour les soignants. Mais ça mettra chacun devant ses responsabilités. Nous avons prévu, comme je l'avais dit tantôt, que
dans les décrets d'application, les dispositions seront prises pour faire en sorte qu'il y ait un encadrement total de la pratique. Qui peut le faire? Qui peut conseiller? Où ça doit se faire? Qu'en est-il du mineur? Quelqu'un pose la question, quand l'homme n'est pas d'accord, ça c'est les internautes, pour l'IVG, est-ce que la femme est autorisée à le faire? La loi n'est pas faite pour diviser les couples. Dans un couple normal, dans un couple, il doit y avoir toujours le dialogue. Imaginez que cette femme soit violée par son mari, parce que ça arrive également, que ce soit en silence, personne n'en parle, et qu'elle tombe enceinte, et qu'elle veuille interrompre sa grossesse pour plusieurs raisons, et que l'homme interdit cela, l'homme refuse cela. Est-ce que la femme peut décider de le faire? Autant de questions qui sont là, dont nous n'avons pas forcément les éléments de réponse, qui seraient très difficiles d'aborder dans tous ces démembrements, dans tous ces contours, mais qui sont là et sur lesquels nous allons continuer à discuter. Le débat est ouvert, nous allons discuter, nous allons échanger, nous allons communiquer autour, et je pense que chaque Béninois pourra à terme se rendre compte que c'était nécessaire. Merci. Chers amis de la presse, alors je voudrais revenir sur la question concernant le lien entre la loi de l'avortement volontaire et la légalisation de l'homosexualité pour préciser l'article concernant la loi sur l'IVG et l'éventualité de la baisse de contraception éventuellement. Vous devez savoir que l'État va poursuivre toutes les campagnes de sensibilisation pour augmenter la prévalence contraceptive. Le dialogue parent-enfant que le ministère des Affaires sociales avait l'habitude de promouvoir, cela va s'accentuer davantage. Mais au-delà de ça, chaque acteur, chaque adulte de la société doit continuer à éduquer, pas seulement ses enfants, même autour de lui. Et cela me fait rebondir sur la question par rapport aux touristes éventuels qui pourraient venir user et abuser de nos filles. C'est à nous de les éduquer pour que, même s'il devait y avoir de telles relations, que ce soit avec des rapports sexuels, mais je peux dire aussi que les prédateurs ne viennent pas forcément d'ailleurs. Nous avons des prédateurs cachés dans notre société. Allez dans les centres intégrés de prise en charge des violences, vous allez entendre des histoires incroyables, insupportables avec les petites filles. Et d'ailleurs, la criminalisation de la loi par rapport au rapport sexuel avec les enfants trouve toute sa justification avec une aggravation lorsque l'âge est en dessous de 13 ans. Donc, on aura beau se cacher les yeux pour ne pas voir la réalité, elle est là. Cette loi ne vient pas pour remettre en question les dogmes religieux. Chacun a sa croyance. Mais entre sauver nos enfants, nos femmes, et sauver l'embryon de 6 semaines, si on doit mettre en balance, je ne dis pas que c'est comparable, mais on est obligé d'arriver dans ce débat pour qu'on comprenne ce que nous vivons. Je pense que ce sont des raisons qui peuvent justifier qu'on veuille sauver au lieu de continuer à faire l'autruche et laisser les filles, les femmes aller dans les arrière-cours, se donner la mort. C'est là la vraie problématique. Tout à l'heure, le ministre de la Santé a parlé également de l'infertilité, et c'est réel. Même d'abord, les 200 femmes dont on parle chaque année qui meurent des complications de l'avortement, cela va au-delà de ça, parce que la question du tabou qui entoure l'avortement fait que, même agonisantes, beaucoup n'avouent pas. Vous leur demandez, tu as essayé d'avorter, elle va te dire non, tant qu'elle peut parler, elle va te dire non, 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 non. C'est la réalité. Et justement, nos consultations sont remplies de femmes qui viennent pour un enfant après, qui ne peuvent pas, une fois qu'elles sont dans leur foyer. Et dans notre culture, justement, une femme qui n'arrive pas à concevoir, qui est dans son foyer, c'est comme aussi une mort. Hein? C'est aussi une sorte de mort. La loi de l'IVG ne vient pas pour celles qui utilisent la contraception, et nous allons continuer à éduquer,
Elle ne vient pas pour celles qui veulent garder leur grossesse, mais elles viennent pour cette infime partie de filles qu'on ne peut pas raisonner et qui, de toute façon, iront le faire pour les sauver. Pendant les campagnes de sensibilisation dans les collèges, j'ai toujours l'habitude de dire, les filles, pas d'avortement clandestin. C'était nécessaire, c'est une urgence sanitaire, une urgence morale. Et je vais finir aussi comme mes prédécesseurs par une phrase. Je vais reprendre les mots de Simone Veil qui dit qu'aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Merci. Merci bien. Quelques compléments et éventuellement 2 ou 3 questions qui sont venues des réseaux sociaux. Complément en termes de, vous avez dit l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, ça choque au Bénin, c'est bien ça. Mais ça choque partout. Ça choque ici, ça choque ailleurs. Pourquoi ça choque? Ça choque quand vous êtes informé des conséquences. Quand vous ne savez pas que ça a été fait, ça ne vous choque pas. Et les conséquences, généralement, c'est parce que c'est mal fait et que ces conséquences sont irréversibles. Et en ce moment, on apprend que tel est décédé ou bien tel s'est fait avorter d'une grossesse avancée et on a retrouvé le fœtus dans un coin du quartier, dans une poubelle et tout ça. C'est ça qui choque. Et ce n'est que la face visible de l'iceberg. C'est ce que... Rappelez-vous, il y a 2 médecins ici, et pas n'importe quel médecin, des gynécos. Donc, ils connaissent ça. Ils connaissent l'ampleur du drame. Voilà pourquoi ça choque. Mais lequel d'entre vous, s'il est père d'une fille, ou même chacun de nous ici, homme, femme, s'il avait le choix entre un avortement clandestin aux conséquences irrémédiables et un avortement ou une interruption volontaire de grossesse encadrée, réalisée par un spécialiste sans conséquences irréversibles, lequel choisirait l'avortement clandestin? Lequel? S'il est censé, aucun de nous. Mais alors, quelle est la raison du procès alors que l'on fait? Quand on sait que la finalité, c'est de sauver des vies humaines, c'est de sauver des vies béninoises, c'est de faire en sorte que nos enfants ne soient plus les objets de ces marabouts, pour ainsi dire les choses. Nous sommes en 2021. Nous ne vivons pas comme nos parents ont vécu il y a 50 ans. Et donc, j'ai voulu insister là-dessus à la suite des autres pour que nous dédramatisions cela. C'est un sujet de préoccupation sociétale. Et le devoir du gouvernement, c'est d'apporter des réponses aux problèmes de société. Il n'est pas superfétatoire d'insister là-dessus. Alors, quand on a fait tout ça, et après toutes ces explications que nous avons données, est-ce qu'il est encore envisageable de dire que c'est parce qu'on voudrait protéger des touristes que l'on fait une telle réforme ambitieuse, sociétale? Déjà, il y a des touristes au Bénin aujourd'hui, comme il y en a toujours eu. Il y en a moins qu'il y en aura dans 3 ans, qu'il y en aura dans 5 ans. C'est une certitude. Il n'y a aucune ambition de protéger qui que ce soit, ni un touriste, ni un Béninois. Ni un touriste, ni un Béninois. Il y a juste à offrir de meilleures conditions de vie à nos populations. Les lois, quand elles vont être promulguées, après avoir passé l'étape du contrôle de constitutionnalité, publiées au journal officiel, elles seront sur le site Internet du secrétariat général du gouvernement. Et pour ceux qui connaissent, sgg.gouv.bj, depuis que le président de la République est là et son gouvernement, nous avons veillé et travaillé à ce que les lois et les décrets depuis 1960 à ce jour soient dessus. C'est plusieurs dizaines de milliers de textes de lois et réglementaires qui sont sur ce site. Donc rien n'est caché, le moment venu, vous pourrez aller dessus et puis vous l'aurez. Il y a un internaute qui a envoyé quelques questions. Il demande jusqu'à 12 semaines de grossesse si l'embryon ou le fœtus sont considérés par le gouvernement comme des sujets de droit béninois ou non. Je vois bien où il veut venir. La loi encadrée est dit qu'au-delà de 12 semaines, vous ne pouvez pas pratiquer d'IVG. Si vous le faites, vous êtes en infraction. Avant 12 semaines,
il n'y a pas d'infraction. Tant que c'est fait dans les centres autorisés, avant 12 semaines, il n'y a pas d'infraction. J'ai répondu à sa question. Et il demande si une personne interrompt volontairement ou non la grossesse de moins de 12 semaines d'une femme sans le consentement de cette dernière, peut-on considérer qu'il s'agit d'un homicide? On ne dirait pas qu'il s'agit d'un homicide, mais il y aurait infraction. C'est la condition essentielle, indispensable. C'est la volonté de la femme. C'est la volonté de celle qui porte la grossesse de vouloir y mettre fin. Il n'appartient à nul autre de décider pour elle qu'elle doit se faire avorter. Même quand elle est mineure, quand l'homme n'est pas d'accord pour l'IVG, la femme est-elle autorisée à le faire? Si vous êtes en couple, vous pouvez décider. Mais j'imagine bien qu'un couple qui est à son premier geste ne va pas s'asseoir et dire est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on l'enlève. Mais si vous êtes en couple et que vous êtes au 5e, au 7e, parce que peut-être l'on cherche à avoir une fille et que jusque-là l'on a fait 5 garçons, ou l'on cherche à avoir un garçon, on a fait 6 filles jusque-là, et que vous asseyez entre partenaires pour dire bon, est-ce que ça vaut encore la peine si on n'a pas su éviter que cela arrive? Est-ce que ça vaut la peine d'aller dans ce sens? Vous vous entendez? Si vous n'êtes pas d'accord et que la femme le veut quand même, donc encore une fois, la décision appartient à celle qui porte. La décision lui appartient. Vous ne savez pas. Si elle veut vous dire, elle vous dit. Mais si elle ne vous le dit pas, comment vous saurez? Donc il n'y a pas de débat, de polémique inutile à entretenir autour de ces choses-là. Il faut juste œuvrer, travailler à ce qu'il y ait plus d'harmonie dans les couples, que le dialogue prévale et que l'on mette les problèmes du couple sur la table pour en discuter. Pour conclure là-dessus, le choix véritablement appartient à la femme, aux partenaires, aux parents, de savoir l'aborder, de savoir discuter de ça avec elle, pour l'accompagner ou la convaincre éventuellement du contraire. Mais, et c'est la finalité de cette loi, parce qu'on voit bien que de tout ce qui a été dit, elle retient le plus l'attention, c'est d'éviter au maximum que nos enfants, nos sœurs, nos femmes aient recours à de pseudo-praticiens qui mettent leur vie en danger et qui les font trépasser. Une seule vie est importante parce qu'on sait que chacun peut faire la différence. Chacun peut faire la différence. Et je conclurai cette intervention sur une boutade parce qu'il y a beaucoup de journalistes ici et je sais que mes amis journalistes, ils savent être critiques. Nous, on a noté au fil des mois, au fil des années, depuis 5 ans maintenant, que le président Patrice Talon et son gouvernement, même si on les juge assez trop rigoureux parfois, on sait très bien que quand ils ont engagé une réforme, c'est parce qu'elle a été mûrie, profondément mûrie. À telle enseigne que même ceux qui ne sont pas d'accord avec au départ, quand ils en voient les effets, finissent par se dire « ils avaient raison, ils ont vu avant l'heure, ils ont vu avant nous ». Nous avons le ferme espoir que ce sera pareil pour les lois qui viennent d'être votées, pour ces réformes ambitieuses qui structurent notre corpus sociétal pour un meilleur vivre de nos populations et que témoignage leur sera rendu demain ou dans l'immédiat ou un peu plus tard. Merci. C'est vrai, le gouvernement engage des réformes et nous parlons de la réforme, la loi relative à la santé sexuelle et de la reproduction. Est-ce que le gouvernement envisage d'introduire à l'Assemblée une loi qui va aussi réglementer la polygamie? Parce que la polygamie aussi crée des problèmes. Quel est pour vous le statut de l'embryon s'il est un homme? Pourquoi la loi priorise-t-elle les droits de la femme par rapport à ceux de l'embryon? Et puis, deuxième et dernière question, détresse morale, professionnelle, éducationnelle, qui évalue? N'est-ce pas la porte ouverte à tous les vices dans notre pays? Merci beaucoup. Ma première préoccupation, c'est de savoir combien de fois une seule femme peut-elle faire recours à l'IVG. Est-ce qu'il y a un article qui encadre le nombre de fois qu'une femme peut décider volontairement de mettre un terme à sa grossesse? Pour la deuxième préoccupation, si vous n'êtes pas marié légalement, est-ce que la femme
peut-elle décider de mettre son nom de famille sur l'acte de naissance de l'enfant? Ma question, c'est par rapport aux 12 mois d'aménorrhée. Est-ce que ça vaut aussi pour le viol, l'inceste, les anciennes conditions, je veux dire? Si la jeune fille va voir le médecin et lui exprime son désir de se faire avorter, expose ses arguments, mais le médecin trouve que la grossesse n'a pas de risque et que ce ne sont pas des arguments irréfutables, elle peut quand même garder la grossesse. Si cette fille-là n'est pas convaincue et veut vraiment avorter, se faire avorter, comme l'a dit le ministre de la Santé, elle recherchera tous les moyens possibles pour le faire. Est-ce que le médecin est vraiment là, un garde-fou en ce moment-là? L'autre question que je pose, c'est par rapport à l'un des motifs qui peut faire avorter. Alors, on parle de détresse financière ou morale. Comment l'assistant social évalue cette détresse financière ou morale? Le gouvernement du président Talon est le gouvernement réputé comme étant le plus réformateur de tous les temps, en tout cas depuis l'indépendance. Nous avons conduit des réformes les plus audacieuses et nous voudrions conduire des réformes dans les domaines les plus variés. L'essentiel est de faire progresser notre pays. Mais il ne s'agit pas de réformer pour réformer ou d'entreprendre des réformes qui peuvent s'avérer infructueuses, impertinentes. La polygamie est un fait social et le Code des personnes de la famille a déjà dit que le législateur ne reconnaît qu'un seul mariage. Je crois que c'est suffisant. On n'a pas besoin d'aller au-delà. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut donner priorité aux droits de la femme par rapport à l'enfant. Par-delà tout, ce qui importe, c'est le choix, c'est la volonté de la femme. Et que lorsqu'elle décide d'interrompre sa grossesse, rien, mais rien au monde ne peut l'en empêcher. Si on ne lui accorde pas ce droit, elle finira par se le procurer de façon clandestine, quelquefois même en exposant sa vie. Je crois qu'il est raisonnable, il est censé de faire grand cas de ce que la femme veut faire ou entend faire de son corps. C'est le droit de disposer librement de son corps. Et la décision lui appartient. Ce n'est pas donner une priorité à une personne sur une autre, à une femme sur un enfant, mais c'est d'assurer à la femme la libre disposition de son corps et le droit, en ce moment-là, de procréer ou de ne pas procréer. En l'absence d'un mariage, la femme peut-elle mettre le nom de son enfant sur l'acte de naissance? Autrement dit, l'enfant naturel peut-il porter le nom de sa mère? Deux circonstances. Si le père et la mère en conviennent, l'enfant portera soit le nom de sa mère ou portera également le nom de sa mère. Deuxième hypothèse, lorsque l'enfant n'est pas reconnu par son père, la loi dit que, et c'était déjà dans l'ancienne loi, l'enfant porte le nom de la personne à l'égard de laquelle sa filiation est établie. Or, vous le savez, dans la plus grande majorité des cas, la filiation est d'abord établie à l'égard de la mère. Si donc un père ne se présente pas, ou si on indique, si le père ne consent pas, il est évident que l'enfant ne portera que le nom de sa mère. Le médecin ou l'assistant social qui reçoit la femme n'est pas un juge. Il n'est pas un juge. La femme est venue consulter pour avoir des conseils, discuter, orienter, présenter sa détresse, l'exprimer, exprimer pourquoi elle ne peut pas ou ne veut pas garder la grossesse. Et dans un entretien constructif, le soignant écoute, prodigue des conseils. Si la décision de la femme, au regard de ce qu'elle ressent comme détresse, est maintenue, c'est sa décision qui passe. Et dans les tests d'application,
il y aura des dispositions par rapport à ça. Je me projette déjà. Le médecin ou bien l'assistant qui sera consulté, qui ne pourra pas l'accompagner, aura l'obligation de la référer vers quelque part où elle peut avoir une solution au problème. Sinon, la laisser l'abandonner reviendrait à la livrer, évidemment encore, éventuellement aux avorteurs clandestins. C'est tout cela qui doit être forcément encadré. Pour ce qui concerne les 12 semaines d'aménorrhée, dans les cas où vous avez la santé de la femme qui est en jeu, ou dans les cas de viol ou d'inceste, ou dans les cas de malformation, le terme de 12 semaines n'est plus d'actualité. La loi l'a bien précisé. Imaginez un enfant, on fait l'échographie morphologique, c'est-à-dire pour chercher les malformations, vers 20-22 semaines. Il y en a beaucoup qu'on trouve à ce moment-là. Imaginez qu'à 22 semaines, on trouve une malformation chez un enfant qui n'est pas compatible avec la vie. On interrompt la grossesse. Là, le terme ne joue pas. Ou à 6 mois, l'enfant n'est pas encore viable complètement sous nos cieux. La vie de la femme est en danger. Si on n'interrompt pas la grossesse, elle va mourir. On interrompra la grossesse avec des moyens adaptés. Donc, dans ces cas de figure, le terme de 12 semaines n'est pas à l'ordre du jour. J'ai noté qu'il y a dans les lois qui ont été votées de très belles dispositions qui n'ont pas retenu votre attention, mais plutôt les 2 ou 3 aspects qui ont semblé incompris et ont suscité l'émoi. La ministre des Affaires sociales a dit dans son propos liminaire que les dispositions spéciales relatives aux infractions à raison du sexe visent aussi bien le viol, le harcèlement, les mutilations génitales féminines que le mariage précoce et le mariage forcé. C'est tout aussi important que tous les autres débats qu'on a eus là. Vous savez encore qu'il y a des localités dans notre pays où, à 14-15 ans, voire même 12-13, dès que la fille a ses premières règles, pour la communauté, elle est prête à aller en mariage. Désormais, que vous soyez bénéficiaire, organisateur, complice, même témoin de ces pratiques sans les dénoncer, la loi vous adresse. C'est pour ça qu'il faut faire une lecture globale de la démarche du gouvernement d'entreprendre des réformes majeures qui structurent autrement notre pays pour le plonger dans la modernité. On pourrait résumer en disant les pieds dans le présent, la tête dans le futur. Parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à écrire l'avenir pour que les enfants du Bénin vivent dans un pays meilleur à celui que leurs pères et leurs mères ont connu. Et si on a la chance d'avoir un chef de l'État et son gouvernement qui ont le courage d'oser aborder les questions difficiles, qui fâchent, qui peuvent faire polémique, d'oser les aborder, les affronter pour y apporter des solutions, il faut s'en réjouir. Parce que le sort des sociétés, des communautés, c'est d'avancer. Et si vous ne voulez pas avancer, vous allez vous ratatiner et vous êtes voué à disparaître. Aujourd'hui, on peut vous conseiller, on peut vous encadrer, on peut vous orienter et vous conduire à prendre la bonne décision. C'est ce que nous avons entendu venir vous expliquer avec la conviction que vous-même, ayant compris ces réformes, vous saurez les faire partager davantage par nos populations qui, de bon droit, peuvent n'avoir pas compris ou peuvent s'être laissés entraîner dans les mauvaises compréhensions. Et donc, nous vous faisons confiance pour nous accompagner, nous aider dans la transmission de cette bonne information à nos populations. Merci d'avoir été là. Nous comptons sur vous.